Alors, dans ce bilan que nous faisons de tout ce qui s'est passé pendant ces 4 mois, il y a eu, on va le revisiter, 23 éborgnés, 5 mains arrachées, et il y a eu un décès, une vieille dame qui était dans son appartement, c'était à Marseille, Zineb Redouane, et Zineb Redouane a été tuée de fait, puisque c'est un arrêt cardiaque au bloc opératoire à Marseille qui a eu lieu après, parce qu'elle avait reçu une grenade lacrymogène au visage. Je précise, encore une fois, elle était dans l'air, hein, elle n'était pas dans la manifestation, une manifestation contre le mal logement, hein, les immeubles qui se sont effondrés à Marseille. Alors, nous sommes en Skype, comme on dit, en lien grâce au numérique, avec sa fille, Milfet Redouane. Milfet Redouane. Allô, bonsoir. Allô. Ah, vous êtes là. Bonsoir. Bonsoir. Je ne vous vois pas, mais je vous entends, donc j'espère que d'autres vous voient. Avant de vous écouter et nous dire un peu ce que vous avez dit d'ailleurs à Mediapart, à Louise Fessard, sur ce silence politique dont vous vous étonnez autour du décès de votre maman, je voudrais vous poser une autre question. Je sais que vous revenez d'Algérie et comment vous revenez avec quels mots à nous dire de ces formidables manifestations démocratiques et pacifiques en Algérie? Bien sûr, on est très satisfait. Tout le monde est satisfait normalement. Merci au Dieu, merci au peuple, merci aux jeunes qui ont fait preuve de beaucoup de civisme et de maturité. Et le côté pacifique de ces manifestations avec un grand sens civique, etc. Comment vous vivez ce qu'on peut ressentir comme un contraste par rapport à ce dont nous débattons ce soir et qui a endeuillé votre famille, c'est-à-dire la violence dans le cadre des manifestations sociales depuis plus de 4 mois maintenant en France? Écoutez, moi, je suis toujours sous le choc. Voilà, ce qui est arrivé avec ma mère, j'arrive pas à le réaliser jusqu'à maintenant, parce que elle aussi, elle était pacifique, elle était chez elle. Si elle était parmi les manifestants, ou bien elle se trouvait à ce moment dans la rue, j'aurais pu comprendre les choses. Mais ce qui est incompréhensible pour moi, c'est elle est restée chez elle, elle a annulé un rendez-vous de dîner pour se protéger, pour qu'elle ne se mette pas dans des situations délicates. Et pourtant, elle a reçu la grenade et elle est morte. Voilà. Ce que je ne comprends pas, c'est pour ça que je me suis... ça m'a évoqué, j'ai écrit la lettre et la soutenance à Geneviève Leguay par rapport à ça. La militante d'Attaque qui a été Voilà, gravement blessée à je ne la Nice. connaissais pas, mais voilà, je l'ai vue et j'étais très touchée. C'est un droit légal, les manifestations. Bon, quels que soient les objectifs des uns et des autres, mais c'est un droit légal. Elle se trouve, et c'est pas, c'est-à-dire que les jeunes qui peuvent, au contraire, on prend la sagesse de nos vieilles, de nos grands-mères, de nos parents, voilà. Vous, dans ce que vous avez confié à Mediapart, Oui. je précise que en fait, vous n'êtes qu'au téléphone et on a vu le portrait de votre maman qui est passé à l'écran, on le voit là. Vous étonniez de ce que vous appelez le silence politique, c'est-à-dire quoi? Les autorités se sont mal comportées, n'ont pas fait signe, vous ont abandonné à votre deuil? Ça fait 4 mois, il y a un silence affreux, on va dire médiatique et politique. J'essaie de faire les choses, j'ai organisé un hommage, j'ai créé une page sur Facebook, hommage à Zineb Redouane,
pour mettre toutes les vérités, pour avoir de soutien. Pour le moment, il n'y a que les militants, il n'y a que les journalistes comme Louise de Mediapart et Flora Carpentier de Révolution Permanente qui vraiment qui me tend la main et c'est-à-dire essaye de consoler un petit peu. Autrement, il y a 4 mois qu'il n'y a aucun signe de n'importe quel, à part ces journalistes, voilà. Pour rendre hommage à votre maman, puisque au fond... Pour savoir la vérité aussi, oui. Pour voilà, la justice, c'est ce qu'on cherche, c'est la vérité d'abord, la justice et la dignité. Est-ce que les autorités de police, la justice fait des démarches, vous parlent? Oui, non, il y a une enquête qui a été, qui a été ouverte et il y a un juge d'instruction, mais on n'est pas encore, et c'est en cours. L'enquête est en cours, il n'y a rien de nouveau. Une dernière question, car je sais que vous avez une occupation d'ici tout à l'heure. Votre maman est décédée. En même temps, pour tous ceux qui ne l'ont pas connue, est-ce que vous pourriez nous dire un peu comment son histoire, ce qu'elle faisait, comment elle est arrivée en France, voilà, pour évoquer son souvenir? Voilà, on a fait un portrait, moi et Louise Fessard, qu'elle a publié sur Mediapart. Ouais. De ma mère, mais je vais récapituler en quelques phrases. Que ma mère, elle est de nationalité algérienne, elle vivait sur le titre de résidence ici. Elle était avec mon père ici en France. Après son décès, elle est restée. Après sa retraite, elle faisait des allers-retours Marseille-Alger pour ses soins. Elle avait son appartement au 12 rue de Feuillon. Dans son pays, elle avait son statut social. C'est une femme dynamique, bon vivante, bien aimée de tout le monde. Même ici à Marseille, quand je suis venue, c'est tout le monde qui parle d'elle. Ses voisins, les magasins, ses amis, tout le monde est vraiment choqué jusqu'à maintenant. Les mères rigolaient. Et pour moi, voilà, pour moi, c'était pas seulement une mère ordinaire. Je suis très attachée et c'était tout pour moi. On voyait le portrait justement qui a été fait par Louise. Merci Madame Redouane et bon courage pour tous vos combats. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir et merci. Bonsoir. Alors nous continuons ce petit marathon autour d'une question fondamentale, je l'ai dit en introduction, une liberté fondamentale, celle qui a fait aussi ce que nous sommes, les valeurs, les principes, la démocratie. Alors nous continuons avec quelqu'un qui a dérangé, et pas seulement lui, parce qu'il travaille auprès de quelqu'un, qui est aux Nations Unies, Michel Forst. Vous êtes auprès de la commissaire aux droits de l'homme, la haut-commissaire aux droits de l'homme. Vous êtes vous-même aux Nations Unies comme rapporteur spécial sur ces questions. Et donc la haut-commissaire Michelle Bachelet, en mars dernier, dans une déclaration faite assez solennellement, a dit combien elle souhaitait qu'il y ait une enquête sur l'attitude de la France, du pouvoir politique français sur les Gilets jaunes. Est-ce que vous pouvez nous raconter à la fois la genèse de cette décision solennelle, la haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, et pas n'importe qui, l'ancienne présidente de la République du Chili, qui n'est pas, voilà, est une personne qui a le sens de l'État, pourrait-on dire, et comment, voilà, vous avez pris cette décision ensemble dans une même déclaration où était évoquée aussi la situation des droits de l'homme au Venezuela et au Soudan, des pays qui sont sous d'autres zones géographiques. Voilà, donc en fait la démarche est assez simple.
quelques-uns des rapporteurs spéciaux des Nations Unies dont je suis, en l'occurrence 4 d'entre eux, et pas n'importe lesquels. D'abord le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, dont on rappellera qu'il a été présidé par Louis Joinet, donc pas n'importe qui, un magistrat bien connu en France également, qui déclare que par des sentences arbitrales, qu'une personne peut être considérée comme détenue arbitrairement par un gouvernement, et donc cette sentence a vocation à être appliquée immédiatement par le gouvernement. Le rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme que je suis également, qui a un mandat universel sur les défenseurs. Toute personne qui assure la protection et la promotion des droits est un défenseur. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté d'expression, qui essentiellement travaille sur la liberté de la presse, les attaques contre les journalistes, et Dieu sait si elles sont nombreuses dans le monde. Et puis le rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté de manifestation. Donc vous êtes, au total, ça fait combien? Alors nous étions 4 en fait à recevoir jour après jour des vidéos, des témoignages, directement de France mais également de l'étranger, de la part d'individus, une personne individuelle, d'organisations de la société civile, des témoignages vidéo également qu'on a beaucoup vu circuler sur les ondes ces temps-ci, nous montrant cette escalade de la violence, cette escalade de mesures répressives prises par les autorités françaises qui nous ont amenés à adresser, je le rappelle, le 11 février, une première lettre d'une dizaine de pages au gouvernement français, lettre qui est confidentielle pour le moment, mais dont on a fait état dans un communiqué de presse le même jour, et qui est une lettre qu'on appelle une lettre d'allégation. Au fond, nous n'affirmons rien. Nous disons que nous avons reçu un ensemble de témoignages, un faisceau d'indices qui nous pose des questions sur la manière dont la France respecte les obligations qui naissent de son adhésion aux pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme. Et les textes que la France elle-même a signés. Les textes que la France a ratifiés, signés, ratifiés, et s'engage à mettre en œuvre. Donc, et le gouvernement a 60 jours pour répondre à cette lettre d'allégation, dont dans quelques jours, je sais que nous recevrons la réponse à cette lettre. Et c'est cette première démarche, en fait, qui nous a amené à parler avec la haute-commissaire en disant que peut-être au moment où elle présentait son propre rapport d'activité, où elle liste des pays qui attirent son attention, il ne serait pas inutile peut-être de mentionner des pays qui, à l'heure actuelle, posent des questions, ou en tout cas soulèvent des interrogations. Pas que des pays du Sud, pas que des pays qu'on regarde d'en haut depuis nos continents favorisés. Voilà, et donc elle a fait en fait 2 discours, un premier discours d'ouverture et puis un rapport d'activité dans lequel elle nomme une série de pays en les regroupant non pas par degré de gravité, comme on l'a beaucoup dit, mais de manière thématique. Et il faut savoir que Mme Bachelet est une femme qui est très attachée à la question des droits fondamentaux dans son ensemble, les droits civils et politiques, mais les droits économiques, socioculturels. Et le cœur de son action, c'est le respect de la dignité humaine. Et le fondement de sa déclaration vient du fait qu'elle part du principe que dans beaucoup de pays, des femmes et des hommes descendent dans la rue, manifestent à cause d'une absence de respect des dignités fondamentales, de l'écart grandissant entre les plus riches et les plus pauvres, qui fait que l'accroissement des richesses d'un côté et puis l'appauvrissement d'autre, fait que les gens se sentent obligés, au fond, de descendre pour dire « ça suffit, nous voulons un autre monde, nous voulons une autre société ». En fait. Et c'est ça qui fonde la déclaration de Mme Bachelet, dont on a beaucoup en fait brocardé l'intervention. En fait, dans certains médias et du côté du pouvoir. Alors je passe sur les journalistes qui en fait se sont montrés un peu ridicules eux-mêmes, donc en voulant ridiculiser la haute-commissaire, mais également je pense également à quelques ministres qui ont voulu manifestement se moquer aussi de la haute-commissaire, et même le Premier ministre français, Édouard Philippe, voulant rassurer la haute-commissaire. Et cette démarche, en fait, est une démarche dont on oublie qu'elle est fréquente. Ça n'est pas la première fois qu'un haut-commissaire, une haute-commissaire en l'occurrence, interpelle la France. Rappelons-nous que Louise Arbour, la deuxième haute-commissaire, avait interpellé la France sur la question de la migration, du respect des droits des migrants. Navi Pillay, qui a été la successeur, a interpellé la France sur la question du respect des droits des Roms, à l'époque où Nicolas Sarkozy, président de la République en France, se montrait plutôt virulent à l'encontre des Roms. Et puis Zaïd, le haut-commissaire précédent, a également interpellé la France au moment de l'état d'urgence en disant « attention ». La France déclare l'état d'urgence, ça n'est pas rien. Et on a vu effectivement que cette interpellation avait également soulevé des critiques du gouvernement français. Donc, de nouvelles fois, une haute commissaire interpelle la France. Et qu'est-ce qu'elle dit?
dans sa demande. Elle dit simplement qu'elle est interpellée par le fait que des gilets jaunes descendent dans la rue pour manifester apparemment librement, veulent s'exprimer librement dans les ronds-points, dans les manifestations, et en retour, au lieu d'un dialogue, reçoivent une forme de répression de plus en plus violente de la part des forces publiques. Et elle demande en fait une simple chose que nous avions également demandé, que d'autres ont demandé, c'est que des enquêtes soient menées sur des allégations de violence à l'encontre des manifestants et à l'encontre des journalistes qui également témoignent de la répression. Elle mentionne également le fait qu'elle est parfaitement consciente du climat de violence de ces manifestations, du fait que des policiers également ont été victimes de violences, mais elle dit qu'il appartient au gouvernement français de faire son devoir de vérité et donc de faire un devoir d'investigation sur ces violences. Et ce faisant, elle ne le dit pas publiquement, mais dans les discussions qu'elle peut avoir avec les représentants de l'État français, comme elle l'a avec d'autres gouvernements, elle va un peu plus loin en demandant que des résultats concrets lui soient communiqués sur les enquêtes policières. Et c'est un des sujets qui, effectivement, nous pose, à nous, rapporteurs spéciaux, problème de voir en fait la rapidité avec laquelle les auteurs de violences à l'encontre des policiers sont arrêtés, traduits en justice. On l'a vu tout à l'heure, donc arrêtés de manière préventive, détenus arbitrairement, alors que les violences de la part des fonctionnaires de police, gendarmes et autres, font l'objet, comme le dit le ministre de l'Intérieur, d'interpellation de l'IGPN. Et on sait la lenteur avec laquelle travaille d'investigation plus que d'interpellation. Et on sait la lenteur avec laquelle se produisent ces investigations. Et on attend effectivement les résultats pour savoir s'ils seront à la hauteur des attentes de ceux qui ont interpellé le gouvernement français. Quel est votre sentiment sur l'attitude coopérative ou non coopérative à ce stade par rapport à votre interpellation des autorités françaises ? Alors, dans un premier temps, bien évidemment, j'attends la réponse. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse écrite. Vous l'aurez dans quelques... Je l'aurai dans quelques jours. Elle sera publique et bien évidemment, elle sera largement diffusée à la presse française et internationale. Et on verra le degré d'engagement de la France à coopérer avec les Nations Unies. J'attire votre attention, Edwy Plenel, sur un élément important qui est que, dans le même temps, on a eu la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe qui est venue en France et qui a rendu public un mémorandum assez détaillé, dans lequel elle revient sur les mêmes allégations que nous avons reçues. Et si vous consultez la réponse du gouvernement français, il y a de quoi être un peu inquiet. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Les procédures sont en place. S'il y a des violences, alors elles feront l'objet d'une attention de la part des services. Et puis la France respecte les dispositions du pacte. Si d'aventure la loi a été déclarée anticonstitutionnelle pour ces articles qui sont à l'heure actuelle examinés par le Conseil constitutionnel, alors évidemment la France changera sa loi pour se mettre en ordre avec la Constitution. Bref, je suis pour le moment en fait un peu circonspect et j'attends de voir les réponses de la France avant de me prononcer sur le degré de coopération. Cependant, pour être parfaitement équitable avec tous les États, la France répond la plupart du temps à toutes les interpellations que nous envoyons. On l'a fait sur l'état d'urgence, sur d'autres situations par le passé, parfois de manière très détaillée, et ça nous permet d'engager un dialogue constant avec le gouvernement français. Vous qui êtes depuis longtemps un militant des droits humains, la déclaration des défenseurs, vous avez un itinéraire, je lisais là sur le site de Greenpeace, vous êtes décrit comme bordelais et protestant, d'origine anglaise par sa mère et allemande par son père. Michel Forst a pourtant tout d'un aventurier breton. Bon, ça c'est pour dire un peu comment vous êtes combattant des droits de l'homme, et vous le rappelez, la déclaration, en prononçant ce mot dignité, à laquelle Michel Bachelet est attaché, la déclaration universelle des droits de l'homme a mis le mot dignité avant. Nous sommes égaux en dignité et en droit. Cette question de la dignité, et c'est au cœur évidemment quand quelque chose d'en bas surgit dans la société. Je vais vous la poser très directement. Et est-ce que vous n'avez pas le sentiment, avec votre vision justement de quelqu'un qui a le regard un peu du monde, que ce pays qui s'honore d'être le premier pays de la Déclaration des droits de l'homme, loin d'être le pays des droits de l'homme, n'est aujourd'hui plus que celui de sa déclaration?
Oui, c'est effectivement ce que dit Robert Badinter. La France est la patrie, non pas des droits de l'homme, mais la partie de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont René Cassin est l'un des rédacteurs. Et cependant, quand moi je voyage beaucoup à l'étranger, je suis constamment en mission Venezuela, Nicaragua et autres pays dans lesquels la répression est très violente à l'heure actuelle. Et je m'aperçois que malgré tout, la France garde cette image. Et c'est la raison pour laquelle Michel Bachelet, moi-même et mes collègues, nous sommes inquiets de dire en fait la France n'est pas cohérente. Elle prône le respect des droits humains à l'étranger. Pas toujours d'ailleurs, mais elle essaye de le faire. Les ambassades ont pour mission également de promouvoir les droits humains à l'étranger. Et il y a un impératif de cohérence entre la posture à l'extérieur et la posture à l'intérieur. Et par conséquent, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons jugé utile d'interpeller l'État français. Et sur la question de la dignité que vous évoquiez comme étant effectivement le fondement même de la Déclaration universelle, je dois dire que quand on connaît l'itinéraire de Michel Bachelet, vous l'avez rappelé en fait, fille de militants emprisonnés, torturés, elle-même emprisonnée, présidente de la République, directrice générale de ONU Femmes, elle n'est pas suspecte de partialité. Et par conséquent, elle a mis ce concept de dignité au cœur de son action et elle compte continuer à poursuivre ces interpellations de tous les États. Et au fond, le fait que la France soit à côté du Venezuela et de Haïti, ça n'est pas un degré de hiérarchie, ça n'est pas pour dire que la France ressemble à Venezuela, à Haïti, c'est une manière thématique de regrouper les sujets qu'elle a voulu faire et je regrette que cette déclaration pourtant importante ait été si mal interprétée et souvent moquée par les dirigeants français et par la presse. Oui, sauf Mediapart, nous l'avons salué. Tout à fait. Donc, comme le Conseil de l'Europe, vous l'avez rappelé, le Parlement européen, ici le Défenseur des droits, la Commission consultative des droits de l'homme, le problème, en effet, c'est d'avoir un pouvoir politique qui n'écoute pas ceux qui lui rappellent les principes sur lesquels il est normalement assis. Merci Michel Forst. On va passer à un deuxième volet pendant que David Dufresne vient prendre votre place. Michel Goya, un autre Michel. Vous venez non pas du monde des droits humains, mais de ceux qui parfois doivent les défendre, mais les défendre avec cette fois-ci des armes. Vous êtes militaire, hein, vous êtes militaire, j'ai tout d'un coup oublié vous êtes officier. Hein, oui, colonel. Colonel, c'est ancien ça. Colonel. Voilà, du cadre de réserve, comme on dit. Je ne suis même plus dans la réserve, mais... D'accord, voilà. Et nous vous avons invité parce que, et vous vous étiez exprimé dans Mediapart, comme vous vous êtes exprimé sur le blog que vous tenez, La Voix de l'Épée, parce qu'il y a eu un épisode quand même, avant l'acte 19 des Gilets jaunes, qui a inquiété énormément, qui a été cette séquence où tout d'un coup a été annoncé à grand renfort de déclaration du gouvernement, du porte-parole du gouvernement, l'idée que tout d'un coup le dispositif Sentinelle, le dispositif de présence des militaires dans le cadre de la protection antiterroriste allait être impliqué dans le cadre du déploiement de l'ensemble des forces de l'ordre face aux Gilets jaunes. Alors, ça a été jusqu'à Nacmé, pourrait-on dire, jusqu'à la déclaration du commandant militaire de la place de Paris, qui a déclaré, c'était le vendredi, c'était la veille, si leur vie ou celle des personnes qu'ils défendent est menacée, les militaires pourront aller jusqu'à l'ouverture du feu. Juste à ce moment-là, il y a eu une rétrogradation, un peu un communiqué du ministère de la Défense disant « c'est pas ça du tout ». Toujours est-il qu'il y a eu quand même cette agitation jusqu'à ce que le commandant militaire, voilà, jugulaire, il dit on nous demande, nous on n'a qu'une arme, hein, c'est le FAMAS, on tire dedans. Et vous avez protesté, au fond, comme certains de vos collègues que nous citions dans cet article, qui eux, obligation de réserve, sont anonymes, contre ce fait qu'on en vienne à impliquer l'armée dans le maintien de l'ordre. Alors, pour être tout à fait précis, il ne s'agissait pas d'impliquer Sentinelle dans le maintien de l'ordre, mais je pense que au départ, c'est beaucoup plus une maladresse qu'autre chose. Hein. C'est-à-dire que, simplement, dans une déclaration du gouvernement, décrivant le dispositif qui allait être mis en œuvre, d'un seul coup, on implique des militaires. Donc très concrètement, il s'agissait de faire relever des policiers par des militaires pour que ces policiers puissent participer au maintien de l'ordre. Bon, techniquement,
en réalité, ça ne changeait pas grand-chose. Et puis quand le gouverneur militaire de Paris dit que si des militaires sont menacés dans leur vie, ils ouvriront leur feu, il ne fait qu'énoncer en réalité les règles d'engagement qui sont les mêmes depuis des années, que ce soit d'ailleurs pour les militaires, les policiers ou les gendarmes, ce sont les mêmes. Bon. Maintenant, voilà, le vrai problème, c'est d'avoir parlé de militaires en même temps que l'on parlait du maintien de l'ordre. C'est ça. C'est ça le vrai problème. Les militaires n'ont pas à faire du maintien de l'ordre et ils n'ont pas à être impliqués en quoi que ce soit dans une mission de maintien de l'ordre. Les gendarmes mobiles ont été créés en 1921, puis les CRS en 1944, justement pour remplacer les militaires dans cette mission qui était la leur jusqu'à la Première Guerre mondiale et qui avait amené concrètement à des catastrophes. Et chaque fois d'ailleurs qu'on va impliquer des militaires dans une mission de maintien de l'ordre, ça ne va pas donner de bons résultats, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, ce qui s'était passé très concrètement au début du XXe siècle, on avait impliqué des militaires face aux vignerons, les vignerons, face aux luttes sociales, les mineurs dans le Nord, voilà. etc. Enfin, ça a été violent, ça avait été catastrophique à l'intérieur même de l'armée. Ça a provoqué une crise et même indirectement, ça a été une des causes de déclenchement de la Première Guerre mondiale, puisque ça a affaibli l'armée française, que le grand état-major allemand voyait cet état, voyait qu'il y avait 17 000 insoumis quelques années avant la Première Guerre mondiale. Donc il y a eu une crise profonde. Et donc ils se sont dit... Des gens qui ne voulaient pas aller tirer, un brave soldat du 17e, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça la chanson. Non, ça a provoqué un malaise très profond. Et l'Allemagne, enfin, l'état-major allemand s'est dit, finalement, c'est peut-être l'occasion. Voilà, là, une opportunité. L'armée française est affaiblie, c'est le moment d'attaquer. Donc, indirectement, l'engagement des militaires dans le maintien de l'ordre au début du XXe siècle a facilité, accéléré le déclenchement de la Première Guerre mondiale. C'est important ce que vous dites. Hein. Oui, en croyant le court terme se protéger, en fait, on s'affaiblit. Mais parce que aussi, ce ne sont pas du tout les mêmes missions. Il y a dans le monopole de l'emploi de la force, le monopole légitime de l'État de l'emploi de la force, il y a deux missions très différentes. C'est la guerre, la police. Ce qui fait la différence entre les deux, c'est la politique. C'est-à-dire que la guerre, c'est un acte politique où on affronte une autre entité politique, un État ou éventuellement une organisation armée politique, on s'affronte les armes à la main. Bon, c'est un début, une fin. La police, c'est autre chose. La police, c'est une mission de police, c'est une mission de maintien de l'ordre au sens très large. Là, il n'y a pas d'ennemi. Il ne peut pas y avoir d'ennemi. Un ennemi, c'est une notion politique. Il y a des contrevenants à la loi, il y a des perturbateurs que l'on veut. Bon. Et c'est une mission qui est permanente et qui est également très contrainte par un certain nombre de règles. Que les règles des militaires en guerre sont différentes. Bon. Et il est très important de distinguer les deux. Qu'on fait une confusion entre les deux, que si on fait de la guerre comme on fait de la police, ce qui peut être parfois le cas dans certaines missions, où c'est une manière américaine aussi, par exemple, de faire, où on se contente d'éliminer, parce qu'en mission de police, c'est ça, globalement, c'est de neutraliser, d'éliminer les contrevenants à la loi, de les remettre à la justice. Bon, si on fait la guerre de cette façon, ça devient une guerre éternelle. Bon. Mais inversement, chaque fois qu'on implique des militaires dans le maintien de l'ordre, des militaires dont ce n'est pas le métier aussi, hein, très, très concrètement, très techniquement, c'est pas du tout le métier, c'est un métier le maintien de l'ordre. Et les militaires ne savent pas faire ça. C'est même presque antinomique avec ce que l'on apprend lorsqu'on apprend à combattre, tout simplement. Donc c'est complètement antinomique. Et donc la confusion est généralement désastreuse. Et là, ce qui s'est passé, alors déjà, le fait d'introduire, en réalité depuis 1986, et c'est ça un peu le problème en France, c'est qu'il est très facile d'engager l'armée. Les institutions de la Ve République le permettent. La pratique... Depuis 1986, vous dites? Depuis 1986, on a engagé des militaires sur le territoire métropolitain. C'était l'opération Garde-frontières. C'était une de mes premières opérations, moi, comme jeune sous-officier. Attentat à Paris, 1986. Tout le monde savait qu'ils étaient d'origine iranienne. On était à l'époque en confrontation avec l'Iran. Décision du Premier ministre à l'époque, Jacques Chirac, on engage l'armée aux frontières. Et donc je me suis retrouvé effectivement à la frontière luxembourgeoise, à Charleville-Mézières, avec des douaniers et des policiers, en train de barrer de mon corps le territoire national de face aux terroristes luxembourgeois. Mission réussie, il n'y a eu aucun attentat luxembourgeois. Mais tout le monde savait qu'il n'y avait aucun lien entre la mission et l'origine du problème. On faisait de la politique avec l'armée, mais de la politique intérieure cette fois-ci. C'est facile, la gesticulation. C'est facile, ça marche, le militaire obéit, il y va. C'est symbolique, c'est fort.
Donc ça fait sérieux, ça fait homme fort. Donc chaque fois qu'on ne sait pas quoi faire et qu'on veut faire sérieux, que l'on montre que l'on fait quelque chose, on engage des militaires, ça ne mange pas de pain. Voilà. Et même s'ils ne servent à rien, l'opération Vigipirate Sentinelle, ça fait là depuis 1995 qu'on est engagé. Cette opération garde aux frontières, elle a été arrêtée au bout d'un an. Mais on l'a reconduite finalement avec Vigipirate en 1995 et depuis 1995, on est quand même un des seuls pays, une seule démocratie où vous avez des militaires dans les rues depuis plus de 24 ans, quoi. Quand même. Et, on s'habitue. Oui, on s'y habitue, on les voit plus, bien sûr. Mais est-ce que c'est tout à fait normal? C'est une question qu'il faut se poser. De mon point de vue, non, c'est pas normal. Mais on voit bien très bien que là, il y a une déconnexion, encore une fois, entre l'acte lui-même et son utilité, quoi. Et là, concrètement, dans cet épisode récent, je pense on était dans ce cas de figure, c'est-à-dire qu'on dans un épisode où on voulait montrer sa fermeté, sa force. On injecte un petit peu quelques militaires là-dedans et ça fait d'un seul coup, ça fait plus sérieux. Mais c'était une énorme maladresse. Oui, vous voyez bien, vous parlez de maladresse, mais vous voyez bien que les mots, la politique, c'est aussi des mots, des discours, c'est une pédagogie. Vous voyez bien, et d'une certaine manière, vous le dites en rappelant cette durée, combien par ces mots, on invite à s'habituer à des transgressions. Oui. Il y a eu quand même quelques jours, juste avant que ça se recale un peu le vendredi, et puis que finalement, on n'y ait pas d'incident le samedi, où a plané cette idée que face à des gilets jaunes qui pourraient être violents, cette foule haineuse, disait le président de la République, eh bien, il faudrait, comme au début du XXe siècle, comme au XIXe siècle, donner l'armée. Oui, en fait, ça n'a jamais été envisagé une seule seconde. Mais je parle, mais vous voyez, bien sûr, ça a pu donner effectivement cette idée. D'où d'ailleurs aussi, et c'est aussi un risque, c'est le changement de regard que l'on peut avoir sur les soldats qui sont dans les rues, et qui d'un seul coup, alors qu'ils sont, ça fait, je vous l'ai dit, depuis 1995, ça fait 24 ans qu'il y a des soldats dans les rues. Donc ils en ont vu passer des crises sociales, des mouvements. Oui, mais du coup, on crée l'idée de l'ennemi intérieur. Oui. De la guerre intérieure, de la guerre sociale. Non, c'est quand même ça. Oui, c'est un peu ça que vous nous disiez. Ben oui, non, limite, mais il faut surtout évidemment pas franchir cette limite. Il faut se tenir très loin. Si l'Assemblée déclare la guerre aux Gilets jaunes, là, ce sera autre chose. Mais tant qu'on n'est pas encore là, effectivement, l'armée n'a pas du tout à être impliquée en quoi que ce soit dans ce mouvement, dans ce conflit. Vous qui tenez ce blog, La Voix de l'Épée, qui avez évidemment des relations toujours avec vos collègues, vos camarades d'Active, ce sentiment a été très partagé. Il y a eu un grand trouble quand il y a eu ces déclarations. Oui, d'autant plus qu'apparemment, on n'a pas beaucoup consulté les militaires. Il semble que le chef d'état-major a découvert. Il semblerait. Bon, il semblerait. Mais oui, ce qui montre aussi d'ailleurs, d'une certaine façon aussi, le mépris dans lequel on tient les militaires, qu'on leur réduit à une sorte d'exécutants un peu bons à tout faire, en réalité. Et oui, alors, la réaction est évidemment extrêmement mauvaise. Les militaires n'aiment pas être impliqués dans des missions qu'on appelle la sécurité intérieure, sauf évidemment pour venir en aide lorsqu'il y a des missions des catastrophes, des choses comme ça, évidemment, c'est tout à fait naturel. Mais être impliqué déjà dans des missions de sécurité intérieure, qui est pas notre mission, c'est la mission du ministère de l'Intérieur, la sécurité à l'intérieur. Être impliqué dans cela, ça passe relativement mal. Si c'est dans un contexte de lutte contre les organisations terroristes, djihadistes, bon, ça passe comme ça. Mais très concrètement, vous savez, on a une armée de volontaires, il ne faut quand même pas l'oublier, des gens qui sont volontaires à venir, volontaires à rester. Et ça provoque déjà des dégâts. C'est-à-dire que plus on implique les soldats dans une mission de sécurité intérieure, et moins ils sont volontaires pour rester, et plus leur morale s'effondre, s'use, du moins. Merci Michel Goya. Pendant que Laurent Tinès nous rejoint, je salue mon confrère David Dufresne, qui fut des débuts de l'aventure de Mediapart et qui, tout en continuant toutes sortes d'aventures avec des travaux remarquables, un documentaire sur un territoire pénitentiaire, pourrait-on dire, en Amérique du Nord, évidemment Tarnac, magasin général, et puis plus récemment, au fond, un livre très gilet jaune sur Jacques Brel et t'as vu Vesoul, ça. Et donc David, tu as surgi
dans ce moment des Gilets jaunes, dont toi qui es un pionnier du numérique, tu as vu ce qui se passait et tout d'un coup, toi seul, comme un journaliste, mais aussi comme un citoyen, comme un lanceur d'alerte, sur les réseaux sociaux, sur Twitter en l'occurrence, tu as commencé à collecter ce que le rapporteur spécial des Nations Unies tout à l'heure, Michel Forst, disait, c'est-à-dire qu'il recevait ces vidéos et probablement qu'il suivait aussi ce que tu faisais sur Twitter. Allo Place Beauvau, qui est devenu du coup un data, hein, comme on dit, hein, c'est-à-dire qu'on peut le consulter, sur Mediapart. Tout bêtement. Raconte-nous ce basculement, y compris ça. Tu y as passé tes nuits, tes jours. Tu deviens, voilà, tu es le personnage qui a porté tout ça. Et comment tu as basculé là-dedans? Oui, mais cela dit, il y a d'autres gens qui le font. Il faut leur rendre hommage. D'ailleurs, certains sont invités ici, comme le collectif des Armonlés, etc. Il y a beaucoup de gens qui travaillent. Il se trouve que voilà, j'ai rendu un peu plus visible parce que effectivement, je suis parti de là d'où tout partait, c'est-à-dire des réseaux sociaux, c'est-à-dire de Facebook, de Twitter. Et donc ma sidération, c'est le 3 décembre, donc on est après le 1er décembre, de voir énormément de blessés, des mutilés. Laurent Inès en parlera tout à l'heure. On parle de mutilés, c'est-à-dire on parle de gens qui, parce qu'ils sont venus manifester, ont perdu une main, 5, ont perdu un œil, 23, plus d'une centaine qui ont été visés à la tête par le LBD. Des mâchoires fracassées. Des mâchoires fracassées, des problèmes d'audition, etc., etc. Bon. Et moi, j'ai un effet de sidération parce que, d'une part, devant cette violence de la police, deuxièmement, je ne vois pas ces images répercutées dans les médias qui comptent à ce moment-là, c'est-à-dire les chaînes d'information, les JT. Elle ne parle que des violences des Gilets jaunes. Des Gilets jaunes. Et elle ne parle pas de cela. Elle ne parle absolument pas des violences policières. Et là, par rapport à ce que vient de dire ton invité, le colonel... Le colonel Michel Goya. La police est aussi une affaire politique. Et surtout, quand il s'agit de maintien de l'ordre. C'est probablement la plus politique des polices. Sans parler de police politique, sans parler de Stasi, c'est pas ça. Mais on le voit bien chaque vendredi soir. Qui nous annonce, qui nous fait l'état des troupes, c'est le politique, c'est le ministre ou son secrétaire d'État. Ce n'est pas le directeur de la police. Tu disais, même dans un livre, Le maintien de l'ordre, tu expliques que c'est, de 2007, je crois, tu expliques que c'est la discipline la plus politique de toutes les disciplines policières. Oui. Absolument. Il y avait un peu le renseignement, mais vraiment police, politique, gestion de la ville, c'est la même racine. En plus, on a une spécificité en France, enfin à Paris, la préfecture de police, lieu unique au monde, dont c'est absolument le moteur, la direction de l'ordre public et de la circulation, c'est vraiment l'État dans l'État dans l'État. Et Napoléon, quand il crée la préfecture de police, il dit bien, et c'est toujours valable, le préfet ne rend des comptes qu'au ministre. Il ne rend pas des comptes au patron de la police. Il rend des comptes au ministre. Donc, c'est éminemment politique. Sentinelle, c'est éminemment politique. Maladresse ou pas, c'est une annonce politique. Et donc, au début, je vois ces vidéos, ces photos, je suis absolument estomaqué par cette violence et je crois vraiment qu'elle va s'arrêter. Donc, je dis Allo Place Beauvau 1, 2, 3, 4 en me disant... Dans une semaine... Tu prends tout ce qui te paraît documenté comme une violence policière, pourrait-on ajouter, illégitime, qui ne correspond pas aux règles pénales, à la déontologie, aux règles, à la doctrine d'emploi, etc., bon, qui sont très simples, tout ça est très documenté, c'est extrêmement facile. À la limite, la Bible, c'est le rapport du défenseur des droits de décembre 2017 qui explique, qui fait 8 recommandations, dont 5 nous expliquent qu'il faut retirer le LBD, qu'il faut retirer les grenades au TNT, etc. Et on voit tout ça à l'œuvre. Le drame, c'est qu'en fait, ça ne s'arrête pas. Le drame, c'est que tous les samedis, le 8 décembre, qui est un deuxième samedi très dur, puis une semaine plus tard, puis plus tard, etc., etc. Et pendant un mois, effectivement, là, il y a un silence médiatique qui permet un déni politique. Et là, ça ne va pas. Et là, je me dis, très bien, on va... passer à la vitesse supérieure. On va passer à la vitesse supérieure. Et donc là, je viens retrouver ces vieux murs que j'ai connus il y a quelques années, en disant, voilà, est-ce qu'on pourrait en faire une data visualisation, c'est-à-dire figer les choses. Voilà. Juste pour l'anecdote, tu t'es souvenu, je crois, que finalement, ce que tu as fait là, tu l'avais fait
mais de façon isolée, Oui. un certain 1er mai ou 2 Absolument. mai 2018. 1er mai. À ce moment-là, je vis encore au Canada, puisque je suis rentré du Canada cet été. Ce qui explique aussi peut-être, moi je ne m'étais pas habitué au durcissement de la police française, c'est-à-dire que j'avais assisté de très loin à la ZAD, à la loi travail. Les Gilets jaunes, Notre-Dame-des-Landes et la loi El Khomri, et où il y avait déjà ce durcissement. Où en fait c'est le début. Hein, et je m'empresse de préciser, et je reviendrai sur le 1er mai, que tout ça est une logique à l'œuvre depuis une trentaine d'années, notamment dans les quartiers. C'est évident que ce qui se passe sur les Gilets jaunes, ce maintien de l'ordre-là, cette doctrine... C'est expérimenté depuis 30 ans. Voilà. Avant de venir au cœur de la ville. La grande différence, c'est sa visibilité, parce que c'est filmé, parce que c'est documenté, etc. Et donc, effectivement, le 1er mai, je vois une vidéo sur les réseaux sociaux, sur une charmante place parisienne, avec un policier qui est très très violent, avec un manifestant. Et je fais « Allô, préfecture de police, qu'est-ce que vous faites ?» Tu ne fais pas « Allô, place Beauvau », là non, tu fais « là, Allô, préfecture de police parce que depuis le Canada. Depuis le Canada. Et en fait, c'est une vidéo de Taha Boaf, et on apprendra au mois de juillet que sur cette vidéo, c'est Benalla. C'est le faux policier Alexandre Benalla, conseiller faux... sécurité, monsieur sécurité du président de la République lui-même. Alors, je sais que l'affaire Benalla, notamment à Mediapart, c'est beaucoup d'autres choses, mais pour moi, c'est surtout ça. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'on peut faire du maintien de l'ordre en toute illégitimité, sans méthode, sans doctrine, sans déontologie, et être très proche du président de la République. Pour moi, il y a un lien extrêmement fort entre ce qui se passe le 1er mai et ce qui va se passer en novembre, en décembre, en janvier, en février et en mars 2019. Il y a un lien. Alors, Laurent Thynès, qui est ton vis-à-vis, et vous êtes au fond deux personnes qui symbolisent comme ça ce sursaut de la société. Laurent Thynès, vous êtes neurochirurgien, vous êtes à Besançon, et tout seul, hein, vraiment, comme on peut le faire aujourd'hui sur change.org, vous avez lancé une pétition qui en est à plus de 170 000 signatures. Continuer, hein, on attend qu'elle soit à 200 000, les soignants français pour un moratoire sur l'utilisation des armes dites moins létales. Alors, peut-être qu'on peut voir, parce que je crois que vous avez apporté peut-être que vous pouvez l'introduire avant qu'on la voie, une présentation. Je vous l'ai vu présenter devant une sorte de commission d'enquête citoyenne sur l'impact du LBD, des grenades explosives. De votre point de vue, au fond, de soignant qui est révolté par cela. Et oui, écoutez, moi, en tant que médecin, et eu égard au code de déontologie, l'article 2, article 12 du code de déontologie médicale, eu égard au serment d'Hippocrate, et eu égard à mon engagement humaniste en tant que médecin, mais aussi en tant que citoyen, j'ai souhaité prendre la parole sur cette question, parce que comme David a été très choqué, vous imaginez qu'en tant que médecin, chirurgien habitué à prendre en charge des traumatismes crâniens, des accidents graves, de la route ou de chutes, de choses comme ça. Moi également, j'ai été extrêmement horrifié en fait de voir s'accumuler semaine après semaine, samedi après samedi, des blessures extrêmement graves. Et donc j'ai souhaité prendre la parole et donner la parole surtout aux soignants français qui connaissent bien cette problématique des accidents graves et des traumatismes graves pour que toutes ces personnes puissent s'exprimer à la fois pour rendre, on va dire, légitimité aux blessés en disant qu'effectivement ces gens-là avaient été, contrairement à ce qui était dit dans les médias ou par certains hommes politiques, étaient atteints de blessures extrêmement importantes, d'une part, et d'autre part, c'était un cri d'alarme en fait des soignants pour demander l'arrêt de l'usage de ces armes qui sont de véritables armes de guerre et d'ailleurs qui sont classifiées comme des armes de guerre. Donc j'ai souhaité ramener quelques diapositives. On va peut-être les regarder, vous les commentiez pendant qu'on les regarde. Exprimer ces choses. Donc les armes dont on
parle, ce sont des armes, on dit moins létales parce qu'elles tuent moins que des armes avec des balles métalliques, bien sûr, mais ce sont quand même des armes de guerre. Ce sont aussi des armes à feu puisqu'il y a un explosif qui propulse une munition. Donc il y a les LBD 40 et il y a les grenades défensives qui contiennent quand même, il faut bien le dire, 30 grammes de TNT. Le TNT, c'est ce qu'on retrouve dans la dynamite. Donc on n'est pas... La France, je parle sous le contrôle de David, est le seul pays où les forces de police ont tout ça en dotation. C'est pas le seul, en Europe. C'est pas le seul pays puisqu'il pour y a... les grenades IF4, oui, pour les grenades la Pologne, TNT. La Bulgarie le LBD, qui utilise ce type le LBD, disons qu'il n'y a aucun pays comparable à la France, ni l'Angleterre, ni l'Allemagne, ni l'Italie, n'ont ces armes. Voilà. Alors, ce qui est très choquant finalement dans allez-y. la description de ces armes, en fait, c'est de voir un petit peu la puissance nocive de ces armes. Donc ça, c'est qu'on va voir des images un peu choquantes qui vont nous montrer qui va expliquer un petit peu la puissance et après des images. Voilà, allez-y. Qui va expliquer un petit peu de façon imagée. Ça, c'est le LBD. C'est le LBD. Alors le LBD, c'est une balle de 40 grammes qui est tirée à plus de 300 km/h et qui a une force d'impact de 200 joules. Alors quand on dit 200 joules, ça parle à personne de 100 joules. Mais pour schématiser ça, moi j'ai souhaité comparer ça à la chute en fait d'un parpaing de 20 kg qui tombe d'une hauteur de 1 mètre sur la tête ou sur le visage. Et en fait, l'énergie à l'impact de ce LBD, c'est exactement la même force qui est 20 répartie. 20 kg d'un gros parpaing qui nous tombe depuis 1 mètre direct sur la tête. Exactement. Sur le plan mécanique, biophysique, c'est exactement ça. Et c'est d'autant plus délétère que la surface d'impact est très réduite, puisque c'est 40 mm le diamètre. Et donc toute l'énergie de cette arme va se diffuser à partir de cette point d'impact dans l'organisme. D'accord ? Donc quand on a dit ça, on n'est pas tellement surpris finalement que les blessures sont extrêmement graves. Et pour ce qui est des grenades de désencerclement, elles projettent également des palets en caoutchouc, en dehors aussi de pièces métalliques qui peuvent se ficher dans le corps, dans les yeux, dans le crâne, dans les membres. On va avoir aussi des palets qui partent à 80 joules. Et donc 80 joules, quand vous prenez un palet de 80 joules, c'est comme si on vous lançait 10 boules de pétanque d'une hauteur de 1 mètre dans le visage, par exemple. Voilà. Vous dites qu'en plus, le viseur ne permet pas d'être précis sur tout ça. Vous le montriez aussi. Le viseur qui est incorporé, il est quand même relativement précis, puisque à 25 mètres, on voit que la sphère de diffusion en fait, de l'impact, c'est 14 cm. Donc en fait, quand un policier tire à 10-20 mètres sur un manifestant et qui touche la tête, on peut présumer quand même s'il y a ce viseur sur le... C'est l'inverse, il est précis ce viseur. Oui, il est précis, et s'il y a le viseur sur l'appareil, eh bien, ça veut dire que la personne, malheureusement, a visé la tête du manifestant, alors que c'est contre-indiqué formellement par le constructeur de l'arme. Donc après... Dans les images que j'ai ramenées... Oui, voilà, c'est donc les images un peu... Je pense que les gens qui nous écoutent... Oui, ce sont des images très choquantes, même pour moi, médecin, qui suis habitué à gérer des situations d'urgence extrêmement difficiles. On est quand même confronté à ça, on est habitué à ça. Je conçois que des gens comme David, qui est journaliste, a passé des nuits où il a pleuré en voyant ces images. Et moi-même, j'étais extrêmement choqué. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris position dans cette question, c'est de voir ces images... de voir ces blessures, ces jeunes gens qui vont avoir leur vie détruite parce qu'ils vont avoir perdu un œil, ces gens qui vont avoir le visage complètement balafré et avec... Au-delà des lésions, on va dire des enveloppes, on va avoir aussi des lésions crâniennes au niveau du massif facial, au niveau de la mâchoire. Il y a des gens qui vont avoir perdu des bouts de mâchoire, donc ils vont avoir plusieurs chirurgies itératives comme ça pour essayer de réparer comme on avait un peu fait en 14-18 après la Première Guerre mondiale. Comme les gueules cassées. Mais oui, et certaines de ces personnes-là, pour moi, dans certaines circonstances, peuvent être comparées à ces gueules cassées. Je ne pense pas que c'est abusif de dire ça. Vous avez passé toutes les diapos, là. Donc ensuite, il y avait des diapos pour montrer aussi les lésions au niveau crânien, puisque moi, en tant que neurochirurgien, si vous voulez, quand j'ai vu des images comme ça que m'ont communiqué des confrères, ça, c'est les conséquences de voir d'un tir de les conséquences d'un tir de LBD sur un crâne qui est enfoncé de la sorte. Sur la tempe, hein. Oui. Nous, on voit ça avec une hémorragie cérébrale, on le voit sur l'image de droite, à l'intérieur du crâne. Nous, c'est des choses qu'on voit dans des accidents de la route gravissimes où les gens vont être projetés ou se taper la tête à 200 km/h dans les montants de la voiture. Dernière diapositive, ce sont les lésions que peuvent donner les grenades, parce qu'on parle beaucoup des LBD, mais moi je pense qu'il faut aussi parler des grenades. Je rappelle juste pour les grenades, il faut rappeler que Rémi Fraisse est mort
Exactement. de cette grenade. Depuis, ces grenades arraché tout le dos. Au FF1 ont été interdites parce qu'elles étaient soi-disant trop puissantes, mais les grenades qui sont encore utilisées actuellement contiennent 30 grammes de TNT, de dynamite, qui protège des parties métalliques. Donc là, on voit un monsieur qui a une partie métallique de la grenade qui est fichée dans son talon, d'autres qui ont eu les pieds arrachés, ou bien, et on a vu, il y a 5 personnes quand même qui ont eu dont on nous dit qu'elles vont être 5 mains arrachées. Elles ne seront plus utilisées, qu'on écoule les stocks en fait. C'est ça sur cette grenade, On écoule les stocks. On écoule les stocks. Et donc au final, si vous voulez, moi ma démarche de médecin, c'était d'alerter sur la dangerosité de ces armes pour que les gens, que la communauté citoyenne française puisse prendre connaissance de la dangerosité médicale, on va dire, de ces armes, qui est d'ailleurs déjà bien documentée puisqu'il y a une étude de 2017 du British Medical Journal qui a montré qu'il y avait plus d'une chance sur 6 d'être handicapé ou de décéder après une blessure de ce type d'arme, ce qui équivaudrait en fait à jouer à la roulette russe, si vous voulez, avec sa vie quand on va en manifestation. Et donc ça, je pense qu'en tant que médecin, on est légitime tout à fait pour parler de ces questions, d'alerter la population. C'est notre mission de santé publique face à un scandale sanitaire. Et d'ailleurs, les ophtalmologues, les 35 ophtalmologues qui ont écrit un courrier au président et à Mme Buzyn pour alerter sur la dangerosité au niveau des yeux de ces armes, eh bien, on dit exactement la même chose. Ils ont dit que c'est une épidémie de blessures oculaires inédite en France. Quelle est la réaction des pouvoirs publics depuis que vous vous mobilisez en tant que spécialiste? Écoutez, moi j'ai sollicité le défenseur des droits, M. Toubon, en lui envoyant une lettre spécifique à laquelle il m'a répondu en me disant qu'ils étaient en train de faire des démarches encore au niveau du Conseil d'État pour faire avancer la demande de ce moratoire sur ces 2 types d'armes qui sont des armes extrêmement dangereuses, tout le monde l'a bien compris. Notre ministre de la Santé n'a pas souhaité non plus nous donner un descriptif précis de tous ces blessés en fait. Mais vous aviez demandé ça, qu'on ait l'ensemble. Ça a été demandé par d'autres personnes, pas personnellement par moi, mais par d'autres personnes au niveau d'autres soignants ou d'autres journalistes. Disent qu'on documente la liste exacte des patients qui étaient blessés par ce type d'arme pour aussi documenter la gravité de ces lésions et qu'il y ait un rendu qui soit fait au niveau national sur tous ces blessés. Quand même, plus de 200 blessés depuis 1999. Vous l'avez bien rappelé tout à l'heure, ces armes sont utilisées depuis 1999 dans notre pays sur des lycéens, sur des écologistes, sur des jeunes gens de banlieue, même sur des supporters. Voilà, c'est le bilan que j'ai mis ici, plus de 200 blessés graves par ces armes, 67% par des tirs de LBD, et on le voit, le listing n'est plus acceptable, je pense. On a parlé tout à l'heure de pays des droits de l'homme, et je pense que les médecins sont là aussi pour rappeler cette citoyenneté-là et de dire c'est trop dangereux. On va à la catastrophe avec ces armes et nous demandons, nous en tant que soignants, de ne plus utiliser ces armes sur notre territoire. David, pendant tous ces mois et ce débat, il y a eu des tensions au sein du monde des forces de l'ordre. Absolument. On a vu des conflits, des désaccords, y compris à la préfecture de police, la hiérarchie de la gendarmerie. Donc ça traverse, parce que ce sont des citoyens aussi, ils écoutent ce qu'on raconte là. Bien sûr. Alors il y a la question citoyenne, il y a aussi la question d'efficacité. Il suffit juste de regarder les enquêtes IGPN, on voit très bien qu'elles concernent à 80% la BAC. Brigade anticriminalité. Voilà, dont le maintien de l'ordre n'est absolument pas le métier. Dont les méthodes sont des méthodes violentes parce qu'a priori, son travail, c'est ce qu'ils appellent le saut de dessus, l'interpellation violente. Et bon. Donc ces gens-là, à qui on demande le samedi de faire du maintien de l'ordre... C'était la première fois qu'on faisait les bacs dans le maintien de l'ordre? Non, c'est pas la première fois, mais... Là, on est arrivé à un niveau, à une massification absolument ahurissante. C'est-à-dire que, et c'est là où il y a le politique, c'est quand M. Castaner annonce 60 000 ou 80 000 policiers dans les actes les plus forts. En fait, ce qu'il nous dit, c'est que les 2 tiers des policiers qui seront là ne sont pas ni formés, ni équipés, ni entraînés au maintien de l'ordre. Certains policiers vont chez Decathlon ou Gosport, ou vous voulez, acheter leur casque de vélo pour se protéger. Et regardez l'équipement de certaines BAC qui agissent. Donc, moi, j'ai vu effectivement, j'ai rencontré des commandants de CRS qui, par exemple, refusent de travailler main dans la main, si je puis dire, avec les BAC. Donc, en gros, c'est toi, tu prends le trottoir de gauche, moi, je prends le trottoir de droite, chacun ses méthodes.
On a évidemment des tensions stratégiques, tactiques, au sein des polices depuis 4 mois. Et il y a des désaccords très profonds, très profonds, entre d'un côté gendarmes mobiles CRS, frères ennemis, mais qui s'entendent. Réticents sur le LBD. Très réticents sur le LBD, beaucoup moins poursuivis pour l'instant, faisant l'objet beaucoup moins de plaintes sur le tir de LBD que les autres compagnies d'intervention, BAC, BRI, et ainsi de suite, quoi. Bon. La conclusion de tout ça, c'est qu'il faut un grand mouvement citoyen pour demander que ces armes, d'abord en moratoire, mais tout bêtement qu'elles soient interdites en maintien de l'ordre. En maintien de l'ordre et se poser la question de leur usage ailleurs. Car dans le bilan, il y a énormément de... Prenons par exemple Grenoble, petit exemple, il y a eu 2 morts. Le lendemain, en rétablissement d'ordre, en maintien de l'ordre. Dans les quartiers populaires. Dans les quartiers populaires, un jeune garçon a perdu un œil. En maintien de l'ordre. Ça ne marche pas, ça ne va pas. On a parlé tout à l'heure de l'armée. Pourquoi on a dit à l'armée en 1921, il y a presque un siècle, c'est fini le maintien de l'ordre pour vous? En fait, ce qu'on a dit, c'est fini de viser la foule. Et ce à quoi on s'est habitué depuis maintenant une quinzaine d'années, vingtaine d'années, dans les quartiers populaires et aujourd'hui dans les manifestations, c'est qu'on vise à nouveau la foule. Alors, on ne la vise pas avec des balles réelles, mais on la vise avec, la démonstration vient d'être faite, avec des armes qui mutilent. Ou qui peuvent être létales, hein, puisqu'on a 4 personnes qui sont décédées quand même de tirs de grenades, de tirs de flashball, 2 personnes qui sont décédées de tirs de balles de défense. C'est quand même pas anodin, c'est plus acceptable en France. D'ailleurs, on voit l'armée, j'ai entendu avec surprise la semaine passée que l'armée allait déployer l'usage de ces armes sur les territoires extérieurs, parce que l'armée s'interdit d'utiliser ces armes sur le territoire français. Donc c'est quand même assez étonnant que l'armée refuse l'usage de ces armes sur le territoire français. On pourrait imaginer que les équipes sentinelles puissent avoir ce type d'armes, pourquoi pas, puisqu'elles ont d'autres armes. Mais elle refuse de l'utiliser en France et notre police serait autorisée à le faire. C'est quand même assez surprenant. Il y a un contrôle de ces armes qui doit être fait. Voilà. Voilà. On ne peut pas se contenter de... Au départ, on nous dit que ce n'est pas précis. Ensuite, on nous dit que ce n'est pas les bonnes munitions. Après, on nous dit que c'est très précis, mais la foule est mouvante. Non, ça ne marche pas. Et on imagine bien que si les militaires veulent utiliser ces armes, c'est qu'elles ont un potentiel quand même létal. Et donc ça confirme bien tout ce que je viens de dire et ce qui a été démontré dans des études scientifiques. Voilà. Merci Laurent Tinès, merci David, et merci vraiment voilà, le savoir est une arme. Pendant que nous rejoignent Arié Halimi et John, que je vais présenter, je voudrais rappeler cela, combien ce que nous essayons de faire, c'est de défendre la connaissance, le savoir, le droit de savoir, comme une arme démocratique, comme un moyen de s'émanciper, de se battre pour nos droits. Alors, vous saluez, Arié Halimi, bonjour à tous. Pendant ce temps-là, on va continuer tous à se saluer. Pendant ce marathon, nous approchons de la 2e heure sur ces questions de la répression des mobilisations sociales et du tournant, l'enjeu de cette loi. John et Arié Halimi, donc John, vous êtes représentant d'un collectif Désarmons-les, dont vous allez nous parler. Et Arié Halimi, vous êtes avocat, vous êtes souvent à Mediapart parce que vous défendez beaucoup de causes essentielles et vous êtes venu d'ailleurs au début sur ce qui se passait dans les quartiers populaires et aujourd'hui vous vous retrouvez au cœur de la mobilisation sociale jusqu'à être l'avocate de Geneviève Leguet, la militante d'Attaque, et vous êtes une figure de la Ligue des droits de l'homme, cette organisation qui défend justement nos droits fondamentaux. Alors John, en quelques mots, Désarmons-les est un collectif qui documente bien avant tout cela ce dont nous parlons et qui aujourd'hui est persécuté puisque l'un de vos cofondateurs, Yann, s'est retrouvé interpellé, mis en garde à vue. Oui,
Et je pense que c'est un peu le propre, malheureusement, de pas mal de personnes qui travaillent sur les violences policières. On sent que c'est un sujet sur lequel on se heurte facilement à pas mal de répression. Et oui, effectivement, la semaine dernière, il a été arrêté. Donc, contrairement à ce qu'on avait affirmé, je tiens quand même à rétablir la vérité, il n'a pas été enlevé à la sortie du train parce qu'on avait mal compris l'information initiale. Il a été arrêté à la sortie du train sur un contrôle. Mais par contre, ce qui s'est ensuivi, là, rejoignait ce qu'on vit depuis pas mal de temps. Alors pourquoi a-t-il été contrôlé ? Donc il a été contrôlé, donc c'était un contrôle à la sortie du train de pas mal de passagers. Donc là, en l'occurrence, il a été contrôlé avec un certain nombre de grenades vides, donc qui nous servent pour faire des exposés sur des armements de la police qu'on fait montrer depuis ce qu'on a vu en image, voilà, vous l'amenez pour vous le montrer. On le montre parce que c'est toujours plus parlant quand on fait sentir ce que c'est une balle de LBD qui est très dure en fait, quand on imagine ce que ça fait sur un visage, ce qu'on a vous la faites évoqué circuler, que les gens la touchent. Que les gens puissent toucher, voir, enfin c'est important pour... Et donc c'est ce qu'on collecte nous sur les manifestations, au lendemain des manifestations. Alors Désarmons-les, vous l'avez créé quand ? Alors, Désarmons-les, on l'a créé en 2012. On l'a créé en 2012 parce que, à l'époque, on avait des amis sur les luttes, notamment là sur la lutte de Notre-Dame-des-Landes, qui avaient été gravement blessés. À ce moment-là, ça nous a interrogés parce qu'il y avait une espèce de fantasme du militant de dire des grenades assourdissantes, des grenades explosives. Enfin, il y avait plein de termes qui décrivaient plein de réalités qu'on ne connaissait pas au fond. Donc là, on s'est dit, mais quelles sont ces grenades, quelles sont ces armes ? Et donc, on a commencé à plancher, à investiguer sur les armes, et on a sorti les fiches techniques des fabricants. Petit à petit, on a réussi à l'époque, c'était beaucoup plus accessible comme contenu. Aujourd'hui, les fabricants d'armes sont beaucoup plus paranoïaques par rapport aux informations qu'on a réussi à collecter. Donc, on a dressé, un an plus tard, une brochure avec tout ça à l'usage des militants. Donc, pour leur expliquer qu'est-ce qui est susceptible de leur arriver, qu'est-ce qu'ils ont en face d'eux, pour sortir un peu de la peur panique d'une arme inconnue et qui a été massivement utilisée en 2012 d'un coup. Parce que dans l'univers militant, on s'est retrouvé face à des armes qu'on ne connaissait pas. Donc les OF, donc celle qui a tué Rémi Fraisse. Donc il y a plusieurs dizaines de ces grenades qui ont été tirées. Offensive, voilà. Et les Gli F4, les désencerclements, tout ça, on a découvert ça. Et le LBD, qui était déjà utilisé antérieurement, mais qui a été beaucoup plus utilisé sur des militants cette année-là. Et antérieurement, c'était surtout les quartiers populaires qui expérimentaient, qui servaient de terrain d'expérimentation pour ces armes-là. Alors, Harry Halimi, c'est un des refrains de cette soirée, hein, ça n'arrive pas qu'aux autres, et on va le voir avec l'exemple tout à l'heure des supporters de foot, mais en effet, le terrain d'expérimentation, c'est loin, c'est les racailles de banlieue, c'est les émeutes de 2005 qu'on ne regarde pas, etc. Et puis, évidemment, ce qui se passe là-bas, hein, l'indifférence pour ce qui se passe là-bas, arrive pour tout le monde, sachant que les quartiers populaires sont aussi, on peut en témoigner à Mediapart, gilets jaunes. Comment le défenseur des droits que vous êtes, lui-même, qui a grandi à Sarcelles, qui est attaché à tous ces idéaux d'émancipation, j'ai rappelé la Ligue des droits de l'homme, quel est votre avis sur ce qui nous arrive ? On a un pouvoir qui prétend qu'il est la barrière contre l'extrême droite, populiste, nationaliste, mais il fait ce qu'elle voudrait faire. Je pense que l'idée de terrain d'expérimentation est vraiment juste. Il y a eu historiquement des violences policières. Je pense à Vital Michalon, à Cressmailville, sur le site de Superphénix. Je pense également dans les années 70. Hein. 77 précisément. 17, exactement. Malik Oussekine en 86. Et à chaque fois, les voltigeurs, les fameux voltigeurs qui sont revenus et qu'on a pu voir qui sont revenus récemment dans les Gilets jaunes. Dans les rues de Paris, qui sont assez effrayants. C'était des moments ponctuels où il y avait une volonté de réprimer un mouvement politique comme le mouvement écologiste ou le mouvement lycéen à une époque. Aujourd'hui, je pense que depuis une vingtaine d'années, on a eu un champ d'expérimentation d'abord dans les quartiers à l'égard des personnes issues de l'immigration, noires, arabes, avec un usage systématique de la violence dans les interpellations à la suite des contrôles aux faciès. Et je pense que l'État s'est rendu compte que ça pouvait être un outil de gouvernement. Qu'il y a eu ce terrain d'expérimentation qui continue aujourd'hui, au quotidien, qui a été invisible pendant très longtemps, qui l'est toujours, malheureusement. Et après, il y a eu l'usage de ce même outil de gouvernement, la violence policière illégitime, dans les mouvements sociaux tels que les ZAD,
On pense à Rémi Fraisse, qui est mort à la suite effectivement d'une OFF1, mais avant Rémi Fraisse, sur la zone de Sivins, il y avait eu un usage manifestement disproportionné des armes, des grenades et de la violence à l'égard des zadistes, qui étaient pacifiques. Puis la loi travail, et on a vu également l'usage des grenades de désencerclement, des LBD, et finalement le mouvement des Gilets jaunes. Et là, on se rend compte que ces différents champs d'expérimentation marquent une extension généralisée de l'outil violence policière illégitime sur le corps, finalement, des opposants, ou de ceux qui pourraient être opposants, ou même de l'intégralité de la population, parce que ça marque le corps finalement, et il y a une forme d'expression de la souveraineté, du pouvoir sur le corps des individus, mais de manière généralisée. Ce ne sont plus que, pas uniquement les Noirs, les Arabes ou les personnes issues de l'immigration dans les quartiers populaires qui ont été les premiers sujets de cette expérimentation, pas uniquement les opposants politiques sur les ZAD, mais également maintenant n'importe qui, un gilet jaune, une personne âgée, à Nice, de 73 ans, qui est là de manière pacifique avec un drapeau Pace, la paix. Donc vous voyez la symbolique quand même. Et puis les lycéens, à la sortie d'Arago ou à la sortie de Bergson. Effectivement, tout le monde est concerné aujourd'hui par ces violences policières illégitimes parce que c'est devenu un outil systématique de pouvoir. Alors du coup, ma question, en fait, en comportait deux, celle-là et l'autre, qui est au fond... votre regard sur un pouvoir politique qui essaye de mettre une sorte de face-à-face entre lui et l'extrême droite, autoritaire, identitaire, etc. Mais toutes ces mesures-là, Marine Le Pen est au pouvoir. Elle aurait très bien pu effectivement les utiliser, peut-être même de manière un peu moins subtile. Mais effectivement, on est dans une logique autoritaire. On a un mécano autoritaire. Il n'y a pas très longtemps, on ne parlait pas d'autoritarisme. D'ailleurs, c'était un vocabulaire qui ne pouvait pas sortir de la bouche de beaucoup, même de personnes de gauche, qui n'osaient pas utiliser ce vocable parce qu'on avait peur d'être considéré comme extrémiste dans cette sémantique. Ou laxiste sur les questions de sécurité. Voilà. Et aujourd'hui, on se rend compte que de nombreux éditorialistes, toutes les organisations utilisent le terme autoritaire et on voit un effet miroir avec d'autres nations, États de l'Union européenne, comme la Hongrie, comme la Pologne, l'Italie, où il y a une forme de convergence autoritaire de différents États au niveau de l'Union européenne. La France rejoint cet axe autoritaire et l'outil violence policière, qui effectivement aurait très bien pu être utilisé par le Front National de la même manière, s'il avait été au pouvoir, est allègrement utilisé par un gouvernement qui ne cache plus du tout sa volonté autoritaire et qui même l'affiche peut-être à des fins électoralistes éventuellement. Les bonnes volontés, les expériences et les savoirs, comme on l'a vu avec Desarmes-en-Laye de la société civile, sont là ce soir. La Ligue des droits de l'homme a l'antériorité. Je rappelle qu'elle a été créée au cœur de la première crise républicaine, justement, face dans l'affaire Dreyfus, mais au-delà, les droits de manifester, les droits de se réunir, les discriminations, le racisme, l'antisémitisme, etc. Qu'est-ce qu'elle va faire, là, la Ligue des droits de l'homme? Quelles initiatives? Parce qu'en écoutant tout ce soir, on se dit qu'il faudrait être tous dans la rue, massivement, un peu comme les Algériens, pacifiquement, que sous le poids du nombre, ils soient obligés de reculer. Alors on aimerait, mais il y a beaucoup de gens qui se sont mobilisés. Je pense évidemment à Desarmes-en-Laye qui le fait depuis très longtemps et qui a un outil, qui a un travail pédagogique qui est essentiel, à David Dufresne, à vous, et à la Ligue des droits de l'homme qui s'est mobilisée sur les violences policières depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, mais bien avant, qui essayait. Mais il y avait une difficulté pour la Ligue des droits de l'homme avec les quartiers, c'est qu'il y avait cette invisibilité et cette absence de contact ou de communication. Il n'y avait pas de possibilité de remonter des informations des violences parce que les gens avaient peur de témoigner ou de dire qu'ils avaient été victimes parce que finalement on les culpabilisait initialement. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on va faire à la Ligue des droits de l'homme? Il y a des coordinations qui se mettent en place. Il faut bien comprendre aussi, c'est que la Ligue des droits de l'homme, elle a été effectivement créée au cœur de l'affaire Dreyfus, parce qu'elle travaille sur les libertés individuelles, sur la défense des libertés individuelles, mais avec une particularité originaire. C'est le mensonge d'État. C'est le fait que des personnes puissent être écrasées par un mensonge. Initialement, dans l'affaire Dreyfus, c'est un mensonge d'État dont il est question. Et effectivement, la Ligue des droits de l'homme essaye toujours de rendre, de donner à la population une forme de réalité, de montrer qu'il y a certaines choses qui ne sont pas dites lorsque le pouvoir exerce une violence sur certaines personnes et ces injustices.
Là, on essaye de travailler sur les violences policières. On a vraiment un axe et un gros travail sur les violences policières. Il y a quelqu'un qui travaille au quotidien pour recenser les différentes violences, essayer de communiquer. On a fait des vidéos qu'on a transmises sur Twitter. C'est un nouvel usage pour la Ligue des droits de l'homme que de faire des vidéos. On s'adapte au quotidien aux nouvelles technologies pour essayer de faire de la pédagogie, de permettre au plus grand nombre de savoir que ces violences policières, ce n'est pas quelque chose de simplement abusif, c'est quelque chose qui malheureusement est devenu systémique. Et il y a une coordination avec toutes les organisations, il y a des pétitions, il y a des appels, et il y a un travail collectif pour savoir comment lutter contre ces violences policières, comment empêcher l'État d'user de ses armes. Il y a eu des recours administratifs qui ont été faits devant le Conseil d'État. Il y a un recours au fond actuellement sur le LBD 40. Il y a plusieurs recours potentiels qui sont en cours pour éviter que l'État ne puisse continuer à user ces armes qui ont un caractère, on le dit, elles ont un caractère pas létal mais presque. Donc voilà ce que fait aujourd'hui la Ligue des droits de l'homme et il y a un travail permanent et quotidien. John, sur ce qu'on peut faire pour essayer de renverser la situation. Là, je vois, il y a des jonctions intéressantes qui se créent aujourd'hui parce que la répression, ça rapproche les gens, ça les soude face à quelque chose de commun qu'ils combattent. Des horizons différents qui se retrouvent ensemble. Et là, on a une jonction sur les quartiers populaires aujourd'hui avec les blessés dans des cadres de lutte de mouvements sociaux. Et nous, à Désarmons-les, évidemment, on a glissé naturellement à partir du moment où on a identifié que le problème était antérieur à ce que nous, on étudiait, c'est-à-dire était vraiment très présent dans les quartiers populaires. On a commencé à rencontrer les gens des quartiers populaires. Donc là, en l'occurrence, d'abord des personnes qui avaient perdu des proches et ensuite les personnes qui avaient été borgnées dans les quartiers. Donc, au sein d'une assemblée des blessés qui s'est constituée en France depuis quelques années, il y a une rencontre entre les différents mondes. Donc, Gilets jaunes, quartiers populaires, et aujourd'hui, ce monde s'élargit encore avec les Gilets jaunes. Et c'est assez intéressant ce qui se construit aujourd'hui. Là, on voit qu'il y a des médecins qui rejoignent aussi. On avait déjà été sollicités pour intervenir en fac de médecine. Donc, nous, c'est intéressant parce que ça étend le travail vraiment de fond. Après, sur ce qu'on peut faire, après, il y a vraiment un problème de fond, en fait. Il y a vraiment ce que tu dis sur le problème systémique, c'est que ce que nous, on a mis déjà dans la première brochure en 2013, c'est qu'à partir du moment où il y a intentionnalité d'un policier de blesser, quelle que soit l'arme qu'on lui met dans la main, cette intentionnalité, alors ça produirait une blessure plus ou moins grave, mais cette intentionnalité est le problème fondamental en fait. Et on a interdit l'OFF1, mais pour mieux mettre la GLIF4 davantage sur le terrain. On a écoulé les stocks de GLIF4, il y a déjà la PLMP qui vient derrière. On a enlevé le flashball sur avis du défenseur des droits parce qu'il ne serait pas assez précis. On a le LBD qui est très précis avec un viseur, mais du coup on s'est rendu compte, nous, à la manifestation du 22 février 2014 en soutien à Notre-Dame-des-Landes à Nantes, que 13 personnes avaient été visées à la tête. 13 blessures à la tête d'un coup, dont 3 éborgnés. Donc là, fondamentalement, le problème, c'est on peut décider d'améliorer tout ce qu'on veut. Et c'est comme la doctrine, on n'arrête pas de parler de renouvellement de la doctrine, mais on voit très bien que c'est le pouvoir en place qui opère la doctrine. Donc la doctrine de base, fondamentalement, on le répète en boucle, c'est la désescalade, mais c'est pas ce qu'on vit sur le terrain. Nous, on vit une escalade permanente, en fait. C'est pas une désescalade qu'on vit. Et avoir mis en place des trucs comme les DAR, les divisions d'action rapide ou les Braves dernièrement le 16 mars, c'est des unités qui sont constituées les brigades de répression de l'action violente. Ouais. Donc ce qui d'ailleurs fait affreusement écho aux BAV de la guerre d'Algérie, mais c'est assez affreux d'avoir repris le nom. Et quand le maintien de l'ordre était militaire, voilà, justement, pendant la guerre d'Algérie. Et du coup, toutes ces unités qui sont constituées de volontaires de la BAC, de la CSI, donc des personnes qui volontairement vont aller au contact et qui sont laissées libres, puisque le but c'est la mobilité, c'est des unités qui sont très indépendantes. Et à ce moment-là, on n'est pas du tout dans la désescalade. Et c'est ces unités qui sont principalement responsables des blessures qu'on a pu voir sur le mouvement des Gilets jaunes. Je voudrais vous faire entendre votre réaction sur un dernier audio de cet officier de police judiciaire dont on a recueilli le témoignage, puis il y a Pascal Pascariello. Dans la loi, il y a vraiment la loi au sens strict, c'est-à-dire dans les mots, et puis la manière qu'on a de l'appliquer. Je pense que finalement, ça ne va pas changer énormément de choses, finalement, cette loi, on l'appliquait déjà avant qu'elle soit créée. Ça va permettre juste de légitimer un certain nombre de choses qui ont déjà lieu à l'heure actuelle.
J'ai un peu l'impression d'avoir une loi, ce que je disais, qui vient légitimer derrière des pratiques qui ont déjà cours. Que ce soit sur les interpellations, les gens qui sont placés en garde à vue, que ce soit sur même les interdictions de manifester, on le voit dans les peines qui sont données par le parquet, sur des interdictions de Paris par exemple, ou l'interdiction de paraître dans certains lieux. On est vraiment dans la continuité de ce qui se passe à l'heure actuelle. La question, c'est, au-delà de ça, au-delà de la question des Gilets jaunes, c'est est-ce que cette loi va pas permettre aussi, derrière, pour être utilisée à d'autres fins. On l'avait vu par exemple à l'époque de l'état d'urgence, qui était initialement par rapport à la menace terroriste, et puis qui a permis des choses par rapport au réseau terroriste, mais pas que. On avait des militants politiques, écologistes, qui ont fait l'objet de perquisitions administratives par exemple. On en revenait à notre point de départ, on attend la décision du Conseil constitutionnel demain. Il parle donc de cette loi, dite loi anti-casseurs, qui va, comme il le dit, légaliser au fond des pratiques transgressives contre lesquelles, de façon un peu avec quelques collègues, ils essayent de protester au sein même de la police nationale. Arié, Halimi, une réaction? Oui, nous en tant qu'avocats, et également avec la Ligue des droits de l'homme, on avait observé ces pratiques transgressives. Vous receviez tout à l'heure Raphaël Kempf, avec qui on travaille et on collabore au jour le jour. Et on a déposé une plainte ensemble contre une note qui avait été émise par le procureur de la République et qui ordonnait de maintenir jusqu'à l'issue de la garde à vue des personnes contre lesquelles il n'y avait rien à reprocher finalement. C'est une sorte de pratique transgressive. Vous aviez également des interpellations préventives de personnes qui, avant même d'aller dans les manifestations, dans le cadre du système des réquisitions parquet, qui ne visent pas normalement ces personnes-là, étaient contrôlées et perquisitionnées et on trouvait n'importe quoi dans leur sac, on leur attribuait une arme par destination et on les plaçait en garde à vue pour finalement empêcher les gens d'aller en manifestation. Ces pratiques, elles sont concrétisées aujourd'hui dans la loi anti-casseurs. On permet aujourd'hui de faire des réquisitions uniquement pour les personnes qui pourraient aller dans les manifestations. On a vraiment une collaboration entre l'exécutif, le préfet, et le judiciaire, mais le judiciaire qui dépend de l'exécutif, c'est-à-dire le parquet, et une vraie collaboration transgressive qui vise à réprimer la simple expression politique dans le cadre d'une manifestation. Donc c'est un combat de tous les jours, la Ligue des droits de l'homme avec d'autres organisations, parce que tout le monde a créé, il y a eu un texte qui a regroupé pratiquement 59 organisations, un texte important, où l'on dénonce le fait qu'il y ait une restriction aussi massive à la liberté de manifester. Et on appréhende tous la décision de demain, la décision du Conseil constitutionnel. On l'appréhende parce qu'on sait que le Conseil constitutionnel aujourd'hui a une composition infiniment politique, qu'il n'y a plus vraiment de droit compte tenu de cette composition trop politique. Et on appréhende que cette loi soit validée parce que ça va avoir comme effet d'abord d'empêcher les questions prioritaires de constitutionnalité par la suite, dans les cas individuels où on aurait pu montrer la véritable dangerosité de cette loi. Et ensuite, parce que je pense que l'État, avec les notes blanches, l'outil des notes blanches, va utiliser allègrement ce texte pour empêcher les opposants politiques, ces opposants politiques, d'aller dans la rue, c'est-à-dire l'un des derniers droits qui restent pour s'opposer politiquement, et les ficher. Et donc là, on a véritablement des outils qui se mettent en place, qui vont être particulièrement dangereux, surtout dans le cadre d'une alternance politique, mais également avec ce gouvernement. Merci à vous deux. On va faire une petite pause avant de suivre la dernière étape. Ça n'arrive pas qu'aux autres et d'autres exemples. On va revenir sur le cas de celle que vous défendez, Geneviève Leguet, et avant un entretien avec un philosophe, Michael Fessel, qui a fait un livre, décisif sur ce dont nous parlons, et qui s'appelle Récidive, et qui donne vraiment sonne l'alarme par sa réflexion. Pendant cette petite pause, au cas où vous ne le seriez pas, puisque tout ça est en accès libre, n'oubliez pas, tout ce qui se passe ici n'existe que grâce à votre soutien. Mediapart ne vit que du soutien de ses abonnés. Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter, aimons-nous dire. Donc, si ce n'est pas le cas ou si vos amis ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous. À tout de suite.